Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Ce soir, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 14 de cette Vuelta 2023, étape sous le signe du duo normand. Pas vraiment normand aujourd'hui, du duo franco-belge, Romain Bardet, Remco Evenepoel. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, à réagir sur cette victoire de Remco Evenepoel. On va pour faire durer le suspense. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief juste après l'arrivée. Il est déjà en ligne, au moment même où j'enregistre à 18h54. Quoi d'autre? Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super funk et puis la petite cloche. C'est quand même plus facile pour voir toutes les vidéos que je sors tous les jours. Bon, journée plus calme pour le classement général aujourd'hui. Journée plus calme. Bon, à part Marc Solé, encore, je suis même pas sûr dans le final. Je sais même plus où il est, Marc Solé, à l'arrivée. J'ai oublié de vérifier combien il finit, Marc Solé, cette étape. Il doit finir loin parce que je ne le retrouve plus. Parce qu'il était 10e. Non, il est toujours 6, Marc Solé, donc ouais, non. Il est toujours bien dans le classement. En fait, il n'y a pas de gros changements. Le seul changement, pour tout vous dire, dans le top 12-13, le premier changement, c'est David Delacruz qui gagne 2 places et Steph Kras qui perd 1 place. Voilà, pour vous dire, c'est quand même pas la folie aujourd'hui. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau du classement général. Pourtant, UAE a eu une idée à un moment. Et puis, ils n'ont pas continué. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé derrière. Bon, devant, il y a eu le duo normand, le duo franco-belge, avec Remco et Romain Bardet. Les deux ont super bien travaillé ensemble. Voilà, il fallait collaborer à deux face au groupe de poursuivants. Même pour Romain, parce qu'en gros, là, il faisait 2 derrière Remco. Sinon, avec Van den Velt, avec Storer, ça aurait peut-être été compliqué de faire mieux que 5 ou 6 de l'étape, parce que c'est quand même pas le plus rapide au sprint. Et peut-être que Storer semblait très fort. Van den Velt aurait peut-être également battu, donc c'était compliqué après derrière. Donc c'est plutôt bien joué de la part de Romain Bardet. Non, moi je suis déçu quand même sur cette étape-là. On sent les équipes, en fait les adversaires déjà résignés face à la Jumbo, mais c'est sûr que si on les attaque pas, le triplé il va se faire. Il va falloir à un moment peut-être risquer de tout perdre, ou risquer au moins de ne peut-être pas gagner, mais d'être un peu plus offensif que ça. C'est vrai que chez UAE, on n'a pas vu grand-chose. Et pourtant, Jumbo était accessible aujourd'hui. La chute de Traknik, on a eu qui d'autre aussi qui était pas top. Enfin, ils font pas une étape fantastique, Jumbo. Ils étaient prenables peut-être un peu plus que d'autres journées. Parce que celui qui reste avec Roglic, Vingegaard et Sepkus, c'était Attila Valter. Kelderman, qui a lâché très vite. Traknik aussi, sauf que personne n'a essayé. Robert Resing aussi qui avait été lâché. Personne n'a tenté vraiment d'aller contrer les Jumbo, d'aller titiller les Jumbo. Je trouve ça, pas suffisamment. Je trouve ça un petit peu dommageable aujourd'hui. Note de l'étape. J'ai mis 15 sur 20 parce que certes, il n'y a pas un gros suspense sur cette étape. On a compris à 60 bornes de l'arrivée que ça rentrerait pas sur Romain Bardet et Remco à la régulière, on va dire, et que Remco était plus fort que Romain. Mais quand même, le coup de force à deux de faire 90 km sur une étape comme ça, surtout que Remco l'avait déjà attaqué à plusieurs reprises en début de journée, un lendemain d'un énorme craquage la veille de Remco, c'est solide. C'est très fort quand même. C'est très fort. Enfin, il a quand même réussi à se remobiliser en 16-17 heures. Je sais pas, un truc comme ça. En sachant qu'il y avait la nuit. Non, c'est quand même... en moins de 20 heures, il s'est remobilisé pour une autre étape. Et pourtant, gros craquage, il perd 27 minutes. Moi, je m'attendais pas à ça. Pour tout vous dire, avant qu'il parte dans les échappées,
J'ai enregistré la présentation de l'étape de demain aux alentours de 15 heures, parce que comme il y avait le rugby, le temps de regarder Italie-Namibie, c'était compliqué. Moi, j'avais mis Remco Evenepoel échappé pour demain. Je m'attendais en fait à ce qu'il y ait, et je l'ai même dit dans les commentaires, je m'attendais à ce qu'il y ait une journée vraiment où il fallait se remettre un peu la tête à l'endroit, et puis le lendemain, ça irait peut-être mieux. Le faire dès le lendemain, ça montre quand même qu'il y a une force mentale chez Remco. Des fois, on critique Remco Evenepoel, mais la force mentale quand même de ce coureur est assez dingue. Mais je pense aussi parce que Remco Evenepoel, encore une fois, il a commencé par le football. Et dans le football, il faut se remobiliser très vite. T'es éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde, bam, tu repars sur la finale pour la 3e place. T'as perdu un match, bon, c'est pas grave, tu te concentres sur le prochain match de championnat. T'as perdu le match aller de Ligue des Champions, faut te reconcentrer sur le match retour. Et je pense que l'approche mentale qu'a eu Remco Evenepoel dans ses jeunes années n'est pas l'approche mentale d'un cycliste traditionnel. Et c'est peut-être ce qui lui donne une force, c'est peut-être parfois ce qui lui donne une faiblesse, mais parce qu'il a peut-être du mal à gérer la pression sur le long terme, mais c'est ce qui, je pense, lui donne une force dans ce genre de situation. Donc j'ai mis 15 sur 20 pour ça. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec Remco Evenepoel. Pas une surprise aujourd'hui. Il a été costaud. Il a été costaud pendant l'étape. Encore une fois, il faut... Alors déjà, il faut se réussir à se remobiliser du côté de Remco Evenepoel. Avec tout ce qui s'est passé hier, il l'a dit, il a été très affecté par son manque de performance. Il ne s'attendait pas à vivre une journée comme ça. Je pense que personne dans l'équipe ne s'attendait à ce qu'il perde autant de temps. Et ce qu'il soit autant en difficulté dès le col d'Aubisque. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons. Est-ce qu'il était malade ? Il ne semblerait pas, parce que sinon il n'aurait pas été performant aujourd'hui. Est-ce qu'il n'a pas eu un coup de chaud ? Un gros coup de chaud, ce qui fait que il n'aurait pas réussi à réagir, un coup de déshydratation, un coup de moins bien, un peu moins explicable, un peu trop de fatigue par rapport à l'entraînement, un peu trop de pression sur les épaules depuis 3 semaines et qu'il a eu du mal à gérer au bout de 3 semaines et il a un peu explosé mentalement. Difficile à dire, parce que c'est vrai qu'on oublie toujours le côté influx nerveux dont on parle dans d'autres sports, je pense en athlétisme, en natation, on parle beaucoup de l'influx nerveux et du fait de ne pas faire sa finale avant sa finale. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé à Remco Evenepoel de se mettre en tête l'étape avant l'étape, de faire son étape pendant la nuit, quasiment? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Il y a quand même un deuxième facteur, aussi pour Remco Evenepoel, qui n'était pas simple à gérer, c'est le fait que le pays de sa femme soit touché par peut-être l'une des plus grandes catastrophes de son histoire. Le Maroc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, a été touché pendant la nuit par un énorme tremblement de terre. On est déjà à plus de 1000 morts, je crois qu'on était aux alentours de 1200. Alors, je crois qu'on était à 1080 morts et 1200 blessés. Forcément, il y a encore des disparus, donc le nombre de morts m'a encore augmenté et c'est la pire catastrophe peut-être du Maroc depuis de nombreuses années. Ça a dû le toucher aussi, forcément, ça a touché, je pense, sa femme, ça l'a touché également. Peut-être qu'il y a des proches, même de la famille de sa femme, qui sont parmi les victimes. Je ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc, mentalement, je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Et on l'a vu à l'arrivée, il explose complètement, parce que les dernières 24 heures ont été très difficiles pour lui. Très, très difficiles à vivre. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question avec Remco Evenepoel, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il a pris beaucoup plus de plaisir que pendant toute la Vuelta de l'année dernière, à devoir gérer le classement général. Est-ce que mentalement, il est fait pour gérer le classement général d'une grande course ? Peut-être pas sûr. Peut-être que... vous savez, il y a des coureurs qui sont très bons en montagne. On a connu des super grimpeurs. Ça ne veut pas dire que tu es forcément un très bon coureur pour le général. Parce que, pour plein de raisons, tu supportes mal la pression, tu supportes mal le statut de leader, tu n'arrives pas à fédérer autour de toi.
est-ce que Remco est vraiment fait pour ce statut de leader, qu'il sait quand même, il faut le dire, un peu lui-même, c'est lui qui a décidé un peu de ça quand même, parce que avant le Giro 2022, 2021, 2022, c'est lui qui décide d'être leader de son équipe. C'est lui qui dit que dans les années à venir, je joue le général des grands tours. Est-ce qu'il s'est pas mis trop la pression lui-même? Est-ce qu'il peut être leader comme ça? Mais quand il est dans un jour comme ça, il est imbattable, Remco Evenepoel. Et moi, il m'a rappelé le Remco Evenepoel de la Classique à San-Sébastien, le Remco Evenepoel de Liège-Bastogne-Liège, capable de faire ses longs raids et d'être impressionnant. Mais bon, je me disais un petit peu en moi-même, la dernière fois que j'ai vu un mec comme ça revenir du jour au lendemain, c'est vrai, je me dis, bon, ça m'énerve parce que c'est là où ça reste les vieux restes du cyclisme, c'était Floyd Landis. Parce que du jour au lendemain, avoir un mec qui, la veille, est nulle part, cela c'était vraiment nulle part, 27 minutes de perdu, c'était nulle part. Et le lendemain, qui arrive à rebondir comme ça, je crois qu'on a quand même rarement vu ça dans le monde du cyclisme. Il faut quand même le souligner, de réussir cette performance-là du côté de Remco Evenepoel. Et il a été juste très fort aujourd'hui. Mais la faculté à se remobiliser mentalement est quand même assez dingue. Parce que il fallait être en capacité de revenir. Et ça, non, chapeau. Mais bon, d'un champion du monde, on n'est pas surpris. Remco Evenepoel, en 4 ans de cyclisme, un peu plus quand même. Mais bon, il a quand même un palmarès que peu de coureurs auront dans leur carrière. Il faut quand même le souligner. Donc, on était déçus hier, mais bon, l'étendue du palmarès de Remco Evenepoel est quand même impressionnant. En 5 ans, il est quand même exceptionnel, Remco Evenepoel. En sachant qu'il a quand même eu chute sur le Tour de Lombardie, Covid. Donc, quand même pas anodin aussi. Deuxième coureur top, Romain Bardet. Il est tombé sur plus fort que lui. Il peut pas être déçu ce soir, Romain. Ouais, il l'a dit en interview. Dans les descentes, j'étais obligé de sprinter. Sur le plat, je consommais autant de watts que si j'avais personne devant moi. Donc, il a dit, je passais quelques relais, mais en gros, il m'a tracté, quoi. Remco Evenepoel, il m'a tracté jusqu'au sommet. Et puis bon, après, à 4 bornes de l'arrivée, j'en pouvais plus. Mais il est tombé sur plus fort que lui. Il faut quand même saluer... ça a toujours été le cas avec Romain. Je crois que dans très peu de cas, quand même, il n'a pas d'ennemis dans le peloton, Romain Bardet. Il y a un moment, la relation avec Thibaut Pinot a été compliquée. Je pense notamment après l'étape où Stephen Cummings les avait battus après Mende. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient partis en vacances ensemble juste après avec Thibaut Pinot. Aussi parce qu'il faut le dire que Romain Bardet et Thibaut Pinot, ils ont quand même été en opposition pendant quasiment toute leur carrière. Donc c'est pas facile d'avoir du relationnel. Quand tu es face à un mec et pendant 10 ans, 15 ans de ta vie, t'es mis en opposition, c'est compliqué, demander à Ayrton Senna, c'est pareil que Senna et Prost, c'est pareil que d'autres pilotes qui ont eu des petits soucis relationnels en F1 ou en moto, demander à CTJ Bernot et Valentino Rossi, c'est compliqué. Ou à Capirossi et Rossi, c'est compliqué. Mais du côté de Romain Bardet, il faut saluer quand même c'est un mec qui est apprécié de tout le monde et c'est un mec qui sait se faire apprécier parce qu'il est fair play, il passe la bouteille d'eau à Remco, il a tout fait parfaitement pour se faire aider par Remco, il a passé son petit relais et pourtant c'était pas facile. Ils ont collaboré à la perfection. Et après, Romain Bardet, il avait pas grand-chose à faire. Et bon, la salutation à l'arrivée entre Remco et Romain Bardet, Remco, il sait aussi à quel point Romain Bardet l'a quand même un peu aidé. Peut-être mentalement, s'il avait été tout seul, ça aurait peut-être été encore plus dur, surtout au début. Et il faut saluer ce qu'a fait Romain Bardet aujourd'hui, parce que c'est pas évident de tenir la baraque comme ça pendant 90 bornes avec un mec qui est au-dessus de vous. Et de faire une journée comme ça là, chapeau du côté de Romain Bardet. Et puis c'est pas, je pense, la Vuelta aussi bonne auquel il s'attendait, parce que je pense qu'il s'attendait à
à être peut-être plus en mesure d'aller prendre d'autres échappées. Mais ça montre encore que quand certains pensent que Romain Bardet est proche de la retraite, non, il n'est pas proche de la retraite, Romain Bardet, il est encore fin de cyclisme. Il est encore fin de tout ça, il est encore fin de jouer la gagne. Alors par contre, du côté de Romain Bardet, c'est peut-être un peu comme Thibaut Pinot, il a peut-être plus forcément totalement envie de jouer le général des courses, mais il a toujours envie d'aller gagner des étapes, d'aller chercher la gagne. Ça, il a toujours envie. Ça, il a toujours faim de victoire. Et puis s'il avait voulu, en plus, il pourrait arrêter déjà aujourd'hui, parce que c'est un mec qui est hyper diplômé. Romain Bardet, il a un truc d'école de commerce, donc il aurait pu arrêter, il pourrait déjà arrêter, c'est pas une question d'argent. Je pense qu'il a suffisamment d'argent, enfin il a plutôt bien gagné sa vie jusqu'à maintenant, Romain Bardet, mais il a encore envie, tout simplement. Et ça c'est la particularité. La Jumbo, Visma, troisième au top. Bah, la journée était quand même mal embarquée. Tu perds Kelderman très vite, Traknik qui tombe. Tu te dis, bon, très vite, il se retrouve quand même à être avec Attila Walter et les trois autres, quoi. Donc tu te dis, peut-être pas la journée détente aujourd'hui. Sauf que, bah, ils sont pas attaqués. Alors, ils sont pas attaqués aussi parce que quand c'est pas Kelderman, quand c'est pas Robert Resink, bah, c'est Attila Walter. Donc, là encore, quand on parlait de la force de cette équipe, quand je dis qu'il manque que Kruijswijk, il manque vraiment que Kruijswijk. Et Thomas Glog, en montagne peut-être. Ou Esman. Mais bon. Esman avec des produits. On n'a toujours pas de nouvelles même de Esman, parce que pour l'instant il est suspendu par la Jumbo, mais l'UCI n'a pas vraiment réagi. On ne sait pas trop où en est l'affaire Michel Esman. Donc c'est Michel ou Michael, je sais plus, c'est Esman, voilà, le jeune coureur allemand de la Jumbo. J'ai un trou de mémoire au niveau de son nom, de son prénom, pardon. Mais du côté de la Jumbo aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à faire. Ils n'ont pas été attaqués, donc ils ont une journée plutôt tranquille, alors que pourtant, encore une fois, pour les adversaires, c'était peut-être la journée où ils étaient le plus en difficulté, mais personne ne les a attaqués. Attila Walter a peut-être fait un suffisamment bon tempo pour pas qu'il soit attaqué. Peut-être que les adversaires ont eu un peu peur. Peut-être que les adversaires sont déjà résignés. Dans ce cas-là, ça va être tranquille pour la Jumbo sur l'Alto de l'Angliru. Et Sepp-Kuss gagnera cette Vuelta à part s'il craque en troisième semaine. Ce qui, en passant, on en parlait un peu dans les commentaires du côté de Sepp-Kuss, ce qui ferait un grand bien au cyclisme professionnel américain. Parce que on a perdu quand même beaucoup d'épreuves. Le Tour de l'Alberta, le Tour de Californie. Il n'y a plus beaucoup de courses aux États-Unis. Vous avez les classiques canadiennes qui sont au Québec, les classiques de Québec qui sont au Canada, mais aux États-Unis, vous avez la Marineland Cycling Classic et vous n'avez plus rien quasiment. Et c'est vrai que le cyclisme américain, en ce moment, c'est un peu compliqué. On voit que même dans les catégories espoir, il y a moins de densité qu'auparavant, même chez les filles en passant, parce qu'à part Chloé Dygert, c'est un peu le calme plat aussi. Et du côté de la victoire de Sepp-Kuss, ça serait du bien en termes de marketing aussi, parce qu'il y a un marché aux États-Unis à 180 millions d'habitants, donc forcément tu as un potentiel aussi de mecs qui peuvent faire et pratiquer le vélo, mais aussi acheter des vélos. Donc ça ferait du bien, un vainqueur nord-américain. Mais bon, ça va pas être si facile que ça, il reste encore une semaine. Mais là, pour le moment, s'ils sont pas attaqués chez Jumbo, ça restera comme ça. Parce qu'on a bien compris là que Vingegaard, Roglic, j'ai l'impression, n'attaqueront pas Sepp-Kuss. À part s'ils sont dans l'obligation de suivre une roue derrière Enric Mas et que Sepp-Kuss peut pas réagir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que on est en train de geler les positions du côté de la Jumbo-Visma. On passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Storer. C'est pas la truite la plus oxygénée du bassin, Michael Storer. C'est-à-dire que quand il est fort, bon, il est au-dessus du lot, il s'impose. Il court souvent pas très bien, Storer.
soit il en fait trop tôt dans l'étape, soit il en fait pas assez comme aujourd'hui. C'est un vrai problème parce que j'ai l'impression que c'est quand même un coureur atypique, hein, Storer, parce que bon, en 2 ans chez Groupama, même en tant qu'équipier, on ne l'a quand même pas vu à un très gros niveau, à part là sur les 4 derniers mois quasiment, depuis qu'il a annoncé son départ. Qu'en tant que leader, très souvent il n'a pas été dedans, à Groupama FDJ. Mais même chez DSM, Sunweb, lui je crois que ça s'appelait encore Sunweb à l'époque, Storer, c'est un coureur qui est capable, qui n'a pas la meilleure gestion de course, la gestion tactique et même la gestion de course, parce que là c'est 2 facteurs, hein, qui sont problématiques chez Storer. C'est-à-dire que des fois il en fait trop, donc il devrait se connaître pour savoir que là il est à ses limites, et des fois il ne réagit pas au bon moment. Là il y a Romain Bardet et Evenepoel qui partent en duo. Il faut suivre. Il ne faut pas attendre qu'ils prennent 35 secondes pour tenter de réagir. C'est trop tard. Lui, il a attendu qu'ils aient 1 minute d'avance pour réagir. C'était beaucoup trop tard pour Storer. Et ce qui fait que ce soir, Storer, le maillot à pois bleu, il est perdu. Enfin, déjà, il n'était pas gagné hier, hein, mais c'est quand même Remco Evenepoel qui a pris un énorme avantage. Et puis pas de victoire d'étape. Et seulement une 5e place aujourd'hui. C'est un peu décevant quand même d'être resté pendant quasiment les 3/4 de l'étape en chasse-patate. En plus, bon, c'est pas comme si ce groupe de poursuivants avait été énormément filmé par la réalisation télé. J'ai l'impression que la réalisation de la Vuelta, ils ont plus de motocaméra parce que on ne voit... Enfin, il leur manque du matériel, je sais pas, hein, chez la RTVE. Mais là, on avait très peu de plans de caméra différents. Hein. C'était... ce qui fait que ça faisait un truc pas hyper passionnant. Mais bon. Donc du côté de Storer, bah oui, déception pour moi, parce que c'est un mec qui court pas très bien. Storer, il a pas énormément de victoires dans son palmarès, mais quand tu regardes attentivement, il a 6 victoires, hein, son palmarès, pour un mec qui a commencé en 2017 en Conti, et en 2018 chez les professionnels, enfin chez les World Tour. Alors dans ces 6 victoires, tu as 2 étapes de la Vuelta, 2 fois le général du Tour de l'Ain et 2 étapes du Tour de l'Ain. Mais c'est vrai que un nombre de fois il aurait pu être dans le coup, sauf qu'en termes de stratégie, il le fait pas bien. On peut penser rien qu'au Tour des Alpes l'année dernière, hein, où il perd la course aussi parce qu'il... Enfin voilà, Romain Bardet arrive à lui reprendre le général d'un coup. Donc ouais, faut être plus réactif, quoi. Il y a un moment, il faut être plus de temps. Hein, parce que, certes, des fois, quand il est très fort, il est au-dessus du lot. Il fait partie des top coureurs, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il soit au-dessus de sa forme. Il faut qu'il soit à 100% de sa forme. Tu peux pas l'être tous les jours. Mais bon, c'est un peu dommageable pour Storer. C'est un peu comme une déception, parce que quand il a quitté DSM, on s'était dit « Ah, ça va être pas mal chez Groupama ». Et puis au final, en 2 ans, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, c'est pas une catastrophe non plus absolue, mais c'est avec 3e du Tour du Limousin, vainqueur du Tour de l'Ain cette année, 12e de l'UAE Tour, et puis voilà quoi. Voilou, et il n'a pas fait le Tour de France, en passant, Storer. On poursuit avec UAE. Alors déjà, aujourd'hui, UAE... il n'était pas au top, Solé. Je pense qu'il a eu le contre-coup de la veille. Après, c'est assez habituel chez Marc Solé parce qu'il met tellement d'énergie, c'est un truc qui m'énerve, que c'est sûr que la récup est compliquée parce qu'il finit toutes les étapes à 100%. Il ne connaît pas le mode récup. Lui, c'est à bloc, Marc Solé. En sachant qu'il a déjà fait pas mal d'efforts sur les étapes de plat aussi pour placer Molano. Hein. Donc aujourd'hui, il n'était pas au top. Heureusement, il ne perd pas de temps. Je me dis quand même que chez UAE, on a roulé une grande partie de la journée pour pas y avoir. Il y a eu une pauvre attaque de Ayuso. Je peux vous dire qu'elle n'était pas tranchante. Alors, est-ce que Ayuso n'était pas dans un grand jour? Est-ce qu'on est déjà résigné? Ça, c'est la grande question. Mais c'est sûr que si on veut monter sur le podium de cette course, il va falloir faire plus. Parce que sinon, ça ne sera pas possible. Voilà. Et je suis assez déçu du manque d'ambition, alors que ça soit de la part de Ayuso, mais même d'autres coureurs.
un Vlasov aurait pu attaquer aujourd'hui. Il n'y a que De La Cruz qui a attaqué, c'est quand même triste. Un Henrik Mas aurait pu tenter. Alors, est-ce que c'est l'étape de la veille qui a tellement fatigué les organismes qu'aujourd'hui il y avait vraiment plus d'essence dans le moteur? Mais sinon, la dernière semaine va être tristoun quand même sur cette Vuelta parce que si personne attaque, la Jumbo, ils vont rouler en parade pendant une semaine. Donc, si tu attends l'Angliru, j'espère que tu n'auras pas des mauvaises jambes, hein, parce que l'Angliru, ça pardonne pas. Donc, ouais, un peu tristoun, voilà, je trouve. Et c'est pour ça que l'étape est pas dingue non plus, parce que il y a eu peu d'attaques. Bon, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui de cette étape. Demain, étape 15, ça devrait plutôt être pour les baroudeurs. On fera le débrief également à 21h demain. Présentation à 7h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!